Au début de ce let's play, j'ai dit que j'allais faire Death Door à 100%, ce qui équivaut pour moi à faire tous les succès Steam, ce qui n'est pas le cas dans les règles du speedrun de ce jeu. Concrètement, on peut faire tous ces succès en une seule run, mais j'avais raté quelques-uns d'entre eux, dont un qui allait être au centre de ce défi, finir le jeu avec seulement le parapluie comme arme. Ce dernier fonctionne comme l'épée que nous avons au début, mais il fait 2 fois moins de dégâts. Le défi est donc de finir le jeu avec la pire arme. Et croyez-moi, j'allais en baver, car rien que les ennemis de base allaient prendre 2 fois plus de coups à être tués, ce qui peut rendre certaines situations bien stressantes. Vais-je m'en sortir ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'en ferai certainement d'autres dans ce format si jamais je juge que certains défis sont mieux si je les fais hors live, que ce soit pour moi ou même pour vous. Alors si jamais ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche, ça m'aidera énormément. Je stream 3 fois par semaine, dont le samedi à partir de 17 h sur des jeux vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me voir. J'ai fini ma petite pute personnelle, je vous laisse à la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que Death Door? C'est un jeu d'action-aventure créé par Acid Never en 2021, un petit studio de développeurs composé uniquement de 2 personnes. Pour moi, c'est important de le préciser quand on voit la beauté du jeu. Dans Death Door, on incarne un petit corbeau qui travaille pour la commission des faucheurs. Oui, on joue carrément la mort, qui doit récupérer une âme qui lui a été attribuée, mais qui a été volée et envoyée derrière la porte de la mort. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, moi-même, à l'heure où j'écris cette vidéo, je n'en sais strictement rien. Car oui, j'ai commencé ce défi sans avoir fini le jeu dans ma run principale. Mais je savais déjà ce que j'allais avoir besoin pour finir le jeu plus ou moins tranquillement. Étant donné que l'on joue avec la pire arme, je vais faire en sorte d'avoir le plus d'énergie animique, qui sont en gros la monnaie du jeu, afin de pouvoir augmenter mes statistiques rapidement. Les plus importants seront la force pour infliger le plus de dégâts, la vitesse afin qu'on puisse esquiver plus de fois, ce qui va être important, ainsi que la puissance des sorts qui seront vitaux dans cette run. Et bien sûr, il nous faudra également trouver tous les sanctuaires pour avoir de la vie et des points de magie supplémentaires. Et améliorer les sorts dès que possible. Mes explications sont enfin terminées, je vous laisse à la vidéo. On commence notre aventure en arrivant au travail où on me confie une âme à faucher. Mais avant de partir, le gestionnaire Chandler me prévient que si je ne récupère pas l'âme, je ne pourrai pas rentrer chez moi avant de la lui présenter. La porte associée à cette âme restera ouverte et notre petit corbeau commencera à vieillir. Du coup, ça voudrait dire que je suis immortelle à partir du moment où je reste dans l'autre monde ? Logique. Avant de franchir la porte, je récupère le fameux parapluie que je ne retirerai jamais de toute l'aventure. Et pour en être sûr, je vais me fixer comme objectif de ne récupérer aucune autre arme dans cette run. Je franchis la porte pour me rendre au bosquet des esprits. Je résous les énigmes qui nous introduisent aux mécaniques du jeu et j'affronte mon premier ennemi. L'esprit de la forêt démoniaque. On vient à peine d'arriver qu'on commence déjà par un boss. Elle peut frapper le sol avec ses ronces, les laisser au sol puis tourner et même danser. Elle peut aussi se surélever, il faut donc taper ses ronces, mais attention à ne pas être en dessous quand elle tombe. Mais bon, c'est le premier ennemi boss, donc elle est très lente et je la tue en une seule tentative. Notre petit corbeau fête sa victoire, mais au moment où je veux récupérer l'âme fauchée, quelqu'un est apparu derrière moi et m'a assommé. Je me réveille entouré d'esprits de la forêt qui sont tout pipou et je traverse cette porte buggée pour poursuivre le voleur. J'arrive ainsi au cimetière oublié. J'aperçois le voleur sur une passerelle au-dessus de moi. Il faudra donc le rejoindre au sommet. Sur le chemin, je trouve une graine de vie et il est temps que je vous explique une autre particularité de ce jeu. Quand on perd de la vie, elle ne se régénère pas avec le temps ou en buvant des potions. Non, les 2 seules manières de se régénérer, c'est de trouver et planter des graines de vie dans des pots et de consommer la fleur qui y poussera. Elle se régénérera d'elle-même au fur et à mesure. Ou de traverser une porte de faucheurs qui sont pas très nombreuses. Autant vous dire qu'on va les économiser au maximum ces graines. En continuant mon chemin, j'active une porte et tombe sur José Pulture. Sépulture, MDR, bref, c'est le fossoyeur du coin. Il nous demande de le tuer car il est immortel et il n'en peut plus de la vie. Malheureusement, je ne suis pas assez puissante, mais il nous apprend 2 nouvelles attaques que je n'utiliserai jamais parce que je vais vite oublier leur existence. Et du coup, on peut faire une attaque chargée et une attaque après une roulade en appuyant sur A. Derrière cet ascenseur, je pris un escalier caché et je trouve mon premier sanctuaire de vie. Plus que 3 et on pourra avoir une vie supplémentaire. Après avoir défoncé pas mal d'ennemis, j'arrive devant... Alors, comment est-ce que ça va se passer avec le gardien de la porte? Un mini-boss qui peut être très embêtant la première fois que l'on le croise. Première phase, il tente de nous écraser avec ses poings de 2 manières différentes. Deuxième phase, il s'envole de temps en temps au fond de l'arène et tente de nous tuer avec un rayon laser et des bombardements. Et pas de troisième phase vu que c'est un mini-boss. Je prends mon temps et le bats en une seule fois. J'active un ascenseur et arrive enfin au sommet.
Corbeau Gris nous explique qu'il y a très longtemps, l'âme qu'il devait faucher s'était réfugiée derrière la porte de la mort, le condamnant à mourir de vieillesse. Depuis ce jour, il tente d'ouvrir cette dernière en utilisant des âmes puissantes. C'est pour ça qu'il avait volé celle qui nous était attribuée. Cependant, n'étant pas assez forte, il l'a envoyée de l'autre côté de la porte, nous condamnant également. Sauf que nous, on est trop jeunes pour mourir. Alors il m'explique qu'il y a 3 âmes qui ont tellement vécu qu'elles seraient assez puissantes toutes ensemble réunies pour ouvrir la porte. Celle de la sorcière aux urnes, du roi autoproclamé crapaud et de la bête. Mais étant trop vieux pour cela, il nous demande d'aller les faucher pour lui. En gros, je suis devenu son larbin, quoi. N'ayant pas trop le choix, je me mis en route vers le domaine de la sorcière. Avant d'arriver à son manoir, il faut traverser les jardins et résoudre les énigmes avec notre arc. J'active une porte et en profite pour augmenter ma vitesse. Je continue et tombe sur... un homme avec une tête de marmite. Putain, j'aime ce jeu. Et il sera notre compagnon dans cette zone. Bon, en vrai, il sert à rien, c'est à nous de faire le travail comme d'hab. J'actionne les 2 leviers, tue tous les ennemis et meurs une fois. Fallait bien que ça arrive à un moment donné. Marmite nous invite à nous asseoir avant de continuer. J'accepte, de toute façon, j'ai pas le choix. Et il nous propose de goûter sa soupe. En sachant que cette soupe est dans ta tête, est-ce que j'ai vraiment envie de la goûter? Non. Je continue ma route qui n'est pas très différente de la première partie. Levier, ennemi, et je trouve un petit passage dans les haies qui mène au premier sanctuaire de magie qui se situe à gauche du manoir. Marmite se prend pour une statue, ils se font incroyablement dans le décor et on entre enfin dans le manoir de la sorcière. Je casse les pots où sont enfermées des âmes pour ouvrir les portes. C'est l'énigme principale de cet endroit. J'active une porte et j'améliore mes sorts. Un peu plus loin, je trouve une porte étrange qui me demande des âmes qui sont réparties dans le manoir. Très bien, pas de problème. Je suis vraiment le larbin de tout le monde ici. Je continue à droite, résous les énigmes et tombe sur un mini-boss qui n'est pas très dur. Et hop, première âme libérée. En retournant vers le hall d'entrée, je tombe sur la sorcière aux urnes, celle que je suis venue faucher à la base. Elle me souhaite la bienvenue, mais me fait comprendre que je ne devrais pas être là. Mais moi, je m'en fous, je suis venue rien que pour elle. Je prends le raccourci et continue mon chemin. Tout se passe bien jusqu'à ce que j'arrive à la salle du mini-boss. Et là, c'est le drame. Cette fois-ci, il est accompagné de 2 ennemis de base qui respawnent tant que je n'ai pas tué le golem de pierre. Le problème, c'est que ces 2 connards me focus et sont plus rapides que le géant. Et lorsque ce dernier fait son bouclier, je ne peux plus le toucher tant que je ne l'ai pas brisé. Je suis donc obligé de tuer les 2 mecs à tête de peau et de casser le bouclier avant qu'ils ne respawnent. Je meurs plusieurs fois et je décide de partir à gauche car je sais que le dernier mini-boss est accompagné par 2 mages, ce qui est déjà beaucoup plus simple car à part esquiver les boules de feu, il n'y a pas beaucoup de danger. Au passage, je résous la petite énigme de la salle de bain qui consiste à se repérer grâce aux reflets sur le sol pour casser les pots et ainsi trouver un sanctuaire de magie. J'arrive au mini-boss et je tombe sur le même boss fight. Fais chier! Pas le choix, je vais devoir faire le premier, peu importe quel chemin je prends. Après avoir perdu encore et encore, dont une fois où j'étais à 2 doigts de l'avoir... Non! J'étais tellement dans un énorme move! J'étais tellement bien, tellement magnifique! Je décide de prendre un autre chemin pour aller affronter un ennemi coincé dans un pot géant. Je dirais danseuse classique, ça me fume. En montant à l'échelle, j'accède au grenier où un grand nombre de chauves-souris m'attendaient, ainsi que la 2e âme de corbeau. Plus que 2. En sortant, Mémé revient pour me demander gentiment de partir, mais je ne l'écoute pas. Bon, maintenant j'avais plus le choix. Je vais devoir battre le mini-boss et ses sbires pour continuer. Mais comme j'ai accumulé beaucoup d'énergie animique, j'en profite donc pour augmenter ma force pour frapper plus fort. Je repris le chemin de gauche et vaincu enfin le mini-boss en une seule tentative. Comme quoi j'avais juste besoin d'une pause. Je récupère la 3e âme et fonce directement à la dernière arène. Non sans avoir frappé Mémé au passage. Comme attendu, le dernier mini-boss fight avec les mages était vraiment très simple et je récupère la dernière âme de corbeau. Je recroise une dernière fois Mémé qui est folle furieuse. Je crois que j'ai un peu trop abusé de son hospitalité. Avant de passer cette mystérieuse grande porte, cette dernière me met en garde en me disant de faire attention à moi. Ça promet. De l'autre côté, j'arrive dans un endroit qui ressemble étrangement à la commission. Et j'y trouve un grand coffre au trésor qui... Ouais, ce foutu coffre nous a tendu un piège dans lequel il faut vaincre 4 vagues d'ennemis. Mais ça va, j'en avais vu d'autres et je réussis le défi en une seule tentative. Le coffre me recrache et un grand et majestueux corbeau jaune me donne ainsi le sort du feu,
qui va être très pratique pour la suite de l'aventure. En continuant, je comprends que je suis en fait à la commission. Si j'avais su plus tôt qu'il y avait ce genre de sort au boulot, je les aurais pris avant de partir, mais bon. Je retourne dans le manoir et utilise mon nouveau sort pour accéder au sous-sol, qui ressemble plus à un laboratoire qu'autre chose. Elle fait quoi, Mémé, sérieux? C'est quoi ces trucs bizarres dans ces conteneurs? Et c'est quoi ce liquide verdâtre d'ailleurs? Je continue sans trop de problèmes grâce à mon nouveau pouvoir, jusqu'à tomber sur cet endroit où je vois qu'il y a une passerelle à tête de taureau plus loin. Je la rapproche et je trouve un autre sanctuaire de vitalité. Parfait. Au bout du chemin, Mémé nous barre une nouvelle fois la route, mais cette fois-ci, elle a capturé Omarmite, qui n'est autre que son petit-fils. Car oui, il nous a expliqué un peu plus tôt dans le jeu que suite à la mort de son mari, sa grand-mère avait pété un câble et a décidé de transformer toute sa famille en poterie pour les rendre immortels. C'est donc pour ça que notre bonne amie a une marmite en guise de tête. Attends, est-ce que ça voudrait dire du coup que tous les ennemis à peau qu'il y avait dans le manoir seraient en fait... Oups. Je n'y prête pas plus attention mais continue ma route dans la chaudière centrale. J'augmente ma vitesse et je résous les énigmes qui consistent à allumer les différentes chaudières pour pouvoir avancer. Mention spéciale à cet ennemi qui est aussi stylé que chiant ça. En même temps, il ressemble étrangement à SCP-049 et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous devez savoir que le docteur et moi, on est mariés mais il le sait pas encore, ok? Après quelques péripéties, j'arrive enfin au laboratoire de la sorcière. Elle nous fait comprendre qu'après nous avoir tués, elle allait se plaindre près de notre employeur. Plus tard les questions, place au boss fight. En soi, le combat contre Mémé n'est pas très compliqué, mais une simple erreur d'inattention peut vous déstabiliser et vous faire perdre. Phase 1, elle nous lance des urnes explosives ou à tête chercheuse. Puis elle balaye le tout, rentre dans son pot pour essayer de nous écraser et lance des boules de feu. Je profite d'un de ces moments pour viser le trou de son pot avec mon sort de feu et ainsi la stun un moment et obtenir le succès Ragout de Mémé. Phase 2, elle rajoute une attaque où elle invoque 3 poteries à tête chercheuse. Phase 3, elle rajoute des boules de feu à ces 2 moments bien précisément. Je meurs plusieurs fois sur elle. En même temps, utiliser la pire arme du jeu rend le fight 2 fois plus lent. Pas facile de rester concentré aussi longtemps. Mon compteur de mort explose rien qu'avec elle, mais je finis tout de même par la vaincre. Enfin, la première âme géante est à nous. José nous fit un discours de commémoration honorable et Omar me remercie de l'avoir libérée et espère qu'elle rejoindra son bien-aimé. Je l'espère aussi, même si d'un autre côté elle m'a trop fait chier. Je prends la porte des faucheurs pour ne pas avoir à refaire tout le chemin que je viens de me taper quand soudain je tombe sur... Cet homme à tête de serrure n'est autre que notre patron. Le patron, le patron, Il me félicite pour mon travail et me renvoie de là d'où je viens, directement à la commission. C'est pas là que je voulais aller moi à la base, hein. De retour au cimetière oublié, Corbeau Gris me dit de me rendre chez le roi autoproclamé crapaud. Je me dirige vers l'est et monte dans une drôle de nacelle. J'arrive ainsi aux ruines broussailleuses. Ici, les ennemis sont principalement des plantes ou des sbires du roi. Mais bon, ce sont juste des dérivés du mob de base. Quoique, à l'aide de ces plantes explosives, je progresse sans risque jusqu'au bivouac de la forêt. Mais avant ça, je tombe à cet endroit précisément pour trouver un sanctuaire de magie. La mère de la forêt souhaite m'aider en demandant à la forêt d'ouvrir les portes du donjon que le roi avait scellé. Mais pour ça, il lui fallait sa corne magique qui est restée dans l'ancien bivouac au nord d'ici. C'est bon, j'ai compris, je vais la chercher ta corne magique. J'ai failli mourir pour ta corne, donc j'espère que ta musique elle est bien. Bon, j'ai trouvé un sanctuaire de vie en tombant dans ses égouts, mais si jamais... Ok, c'est bon, t'es pardonné. Grâce à cette douce mélodie, la forêt accepte de m'ouvrir le chemin vers le donjon fongique. J'active une porte, augmente mes sorts et pénètre dans le donjon. Le roi vient me faire un petit coucou à travers un trou et me dit que je ne devrais pas être ici car il méritait d'être le roi de cette région. Ouais, en sachant que tu as chassé les habitants de la forêt et mis tes sbires un peu partout qui sont pas très accueillants... Ouais, permets-moi d'en douter. Comme avec Mémé, je m'en fous de ce qu'il me dit et tente de le cramer. Au fond de la pièce, je trouve une nouvelle porte à alimenter en âme. Un nouveau pouvoir m'attend, donc je me focus sur ma quête. En allant vers l'est, je trouve 2 chemins. Je pars d'abord au nord et tombe sur des vagues d'ennemis faciles à vaincre et j'obtiens la première âme. Je prends le 2e chemin jusqu'à arriver à la salle principale où je déverrouille une porte qui donne sur un combat de mini-boss. Sauf que je meurs très vite vu que je n'avais qu'un seul point de vie. Mais la 2e fois, ça passe crème. Pas du tout, je me suis fait buter par ces espèces de mythes géantes. La 3e, c'est la bonne et hop, 2e âme. Je retourne à la salle principale et me dirige vers le sud pour le 3e mini-boss fight qui s'est
plutôt bien passé et je libère la 3e âme de corbeau. Le roi revient me voir mais je ne l'écoute pas. Je récupère une clé et déverrouille la dernière porte. Le roi vient une nouvelle fois me faire la morale. Il commence sérieusement à m'énerver celui-là et j'arrive à la dernière salle de mini-boss. Sauf que celle-ci est sans aucun doute plus difficile que les autres. À la dernière vague, je dois affronter 3 mini-boss en même temps et c'est pas de la tarte. Il m'a fallu 3 tentatives pour pouvoir enfin avoir accès à la dernière âme. Je ne perds pas de temps et me dirige vers la porte géante, mais avant j'augmente une dernière fois ma vitesse. Pour le moment c'est suffisant, je me focuserai sur les 2 dernières stats. Comme pour l'autre porte, celle-ci me prévient de faire attention. J'entre, j'avance craintif vers le coffre et... Cette fois-ci, les vagues d'ennemis étaient un peu plus difficiles, notamment à cause de cette vache qui tire 3 flèches l'une après l'autre, du retour du sosie de 49, mais surtout à cause de ce mage vert qui tire 3 projectiles de poison qui explosent. C'était pas facile de tout gérer en même temps. Je meurs une première fois, mais la deuxième, c'est la bonne. Avarice me recrache et un corbeau bleu-vert en sort pour me donner le sort des bombes, qui va vite devenir mon sort préféré contre les mobs. Je retourne au donjon fongique pour libérer ce pauvre gars qui était enfermé, parce que pourquoi pas, mais surtout pour ouvrir ce passage spécifiquement, car il donne sur un sanctuaire de vie qui me permet d'avoir une vie supplémentaire. En fouillant dans mes notes, je me suis rendu compte que j'avais oublié un sanctuaire dans le jardin de la sorcière, qui était débloquable avec le pouvoir de feu. J'y retourne et je passe cette fois-ci par le chemin de droite avant le manoir. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais complètement oublié d'explorer cette zone. Je résous la petite énigme, tombe dans ce trou et trouve le fameux sanctuaire de vie. Étant donné que j'avais oublié d'explorer cette zone, j'avais également oublié d'affronter ce mini-boss, qui donne quand même 100 d'énergie animique, ce qui n'est pas rien. Et au passage, je trouve aussi les dagues, mais je me défends de les prendre bien que ce soit mes armes préférées. De retour à la commission, j'améliore ma force avant de partir vers le château de ce soi-disant roi crapaud. Il vient me faire une dernière menace à travers un trou en disant que ce soir c'était tour de crapaud. C'est qui que t'essaies de bouffer au juste ? Bah tu sais quoi, ce soir ce sera cuisse de grenouille. Enfin plutôt cuisse de crapaud, mais bon. La traversée de la forteresse inondée est reposante. Parcourir ce pont avec une telle musique est vraiment relaxant et ça fait un bien fou dans ce jeu quand on sait qu'il y a des ennemis quasiment partout. En tirant une flèche à travers cette arche, j'enclenche un mécanisme caché qui me mène à un sanctuaire de magie. Celui qui me manquait pour avoir un point de magie supplémentaire. Il y a peu d'ennemis dans cette zone, mais pas mal de boules d'énergie animique, donc je me fais plaisir. En arrivant à la fin du pont, 2 gardes archers me repèrent et l'un d'eux appelle le roi, qui apparaît en l'écrasant de tout son poids. Bon Dieu, le pauvre. Une dernière menace et le roi s'en alla. L'autre garde est tellement choqué de la manière dont son pote est mort qu'il ne m'attaque même pas. En même temps, frère, je peux comprendre. Je rentre dans la forteresse qui n'est pas si simple car il y a pas mal d'archers et de plantes de feu qui ne sont pas atteignables. Je suis donc obligé de les tuer avec mes sorts. À part un nouveau mob qui est simple à gérer, rien de bien compliqué. Je meurs de noyade comme une débile juste une fois et c'est à ce moment-là, au montage, que je me rends compte que je n'ai que 20 morts à mon actif. Moi qui pensais que j'allais galérer, au final je suis pas si nul que ça, j'en suis fier. Mais ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui ont suivi le let's play depuis le début, vous savez que je n'ai pas encore vaincu mon Némésis. J'arrive doucement mais sûrement jusqu'au château du roi. Je me soigne et c'est parti pour le combat. Le roi crapaud a beau, certes, se présenter avec un nom aussi long que celui Zot, mais son combat est simple quand on connaît la mécanique. Phase 1, il rebondit avec sa masse pour tenter de nous écraser, puis il frappe d'un coup sec avec cette dernière, ce qui fait respawn les dalles qu'il a cassées. Durant cette phase, il faut le frapper par derrière pour pouvoir le toucher. Phase 2 et finale, il se transforme en gros crapaud gérant. Putain mec, t'es moche à souhait! Et cette fois-ci, il va utiliser 2 mécaniques l'une après l'autre pour essayer de nous tuer. Quand il est à droite, il va pencher l'arène et tenter de nous inspirer, puis il nous sautera dessus. Durant cette phase, vous pouvez lancer une bombe dans sa gueule afin de pouvoir le stun et ainsi obtenir le succès, un repas de roi. Et quand il est à gauche, il va projeter des boules qui détruiront l'arène petit à petit avant de nous écraser à nouveau. L'astuce ici est de tirer une flèche sur sa masse quand il nous tourne le dos afin de pouvoir régénérer l'arène. Sinon vous allez vite finir à court de dalle. J'ai mis une bonne dizaine de minutes à le vaincre mais je l'ai eu du premier coup. José revient afin de lui faire des hommages mais bon, comme d'habitude, j'ai pas le temps. Je retourne à la commission pour améliorer ma force et direction le cimetière oublié. Je vais illico vers l'escalier qui mène à la prochaine zone mais avant ça, je descends par
ce chemin pour trouver une grotte dans laquelle il y a un mini-boss. Je le bats et continue mon chemin qui mène à un sanctuaire de magie. Magnifique. En traversant la grotte qui mène à la prochaine zone, je tombe sur 2 soldats inactifs qui gardent une grille. Je sais déjà ce qu'il y a derrière et on y reviendra sous peu. Je continue afin d'arriver au marin échoué où je retrouve Omar, le mec que j'ai sauvé dans le donjon, ainsi que la barde qui souhaite nous accompagner. Bon bah comme tu veux hein. Après avoir monté ces escaliers, je casse ces pics de glace qui cachaient non seulement une boule d'énergie animique, mais aussi une plaque d'égout qui mène à un sanctuaire de magie. 2 en si peu de temps, c'est vraiment la fête. Je traverse ainsi le pont afin d'accéder au Castel des Peinés. Et la musique dans ce lieu est juste magnifique. Elle est remplie de nostalgie, ce qui colle parfaitement avec le lieu, vous allez voir. Pour déverrouiller la porte, il faut actionner 4 boutons dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ok, ça veut dire que c'est ça l'énigme de ce lieu. J'arrive dans une salle où il y a 4 chemins possibles. Ça sent la quête des âmes de corbeau, ça! Pour éviter de me désorienter, je décide de commencer par le sud et traverse un pont qui s'effondre. Oh, ça n'annonce rien de bon, ça. Et en effet, un peu plus loin, je dois actionner des boutons tout en étant poursuivi par un laser en marchant sur un sol qui s'effondre. Ça commence vraiment à se corser là. Mais bon, au final, ça va. J'ouvre la porte et je tombe sur une vague d'ennemis. Purée, mais toujours plus en fait. Je fais tout le travail avec mes bombes, meilleur pouvoir au monde, et je libère la première âme. Je retourne au hall et prends en haut à gauche et je me retrouve dehors. Je prends le chemin à l'est et je me retrouve dans une salle qui me rappelle de mauvais souvenirs. Comme dans ma première run, je meurs plusieurs fois, mais au bout d'un moment, ça passe. Deuxième âme libérée. D'ailleurs, contrairement à Mémé et au roi, cette fois-ci, aucun signe de la bête. Étrange. En allant vers l'ouest, je tombe sur la sépulture du maître du Péné, premier du nom. D'après la plaque, c'était un dirigeant froid et c'est celui qui a créé la commission des faucheurs. En allumant la torche, son fantôme apparaît et me dit que les maîtres des portes étaient une anomalie. Frère, c'est toi le premier de la lignée et tu dis que ta propre création est une anomalie? Bon, au moins tu reconnais tes erreurs. Je continue en prenant en haut à droite où je trouve une clé. Je prends le dernier chemin, ouvre les portes, combat les mobs et trouve la tombe du maître du loquet, le premier successeur, qui était quelqu'un de bon et a offert de meilleures conditions de travail aux faucheurs. Sympa le mec. Malheureusement, je ne peux pas encore lui parler car je n'ai pas accès à la torche, mais je récupère la 3e âme de corbeau. Je retourne vers le premier chemin qui mène dehors pour ouvrir la porte. Derrière, une vague d'ennemis m'attend, mais ça va. La dernière âme est à moi. J'augmente mes sorts et direction Avarice. Cette fois-ci, le petit corbeau s'échauffe et plonge direct dans le coffre. En même temps, il sait ce qui l'attend. Le combat est, comme vous vous en doutez, encore plus dur, notamment avec la première apparition des mages de feu. Mais au bout de la 2e tentative, ça passe. Un grand corbeau vert me donne ainsi le pouvoir du grappin, qui contrairement aux autres sorts, ne consomme pas de points de magie. Et heureusement, car on va beaucoup l'utiliser. Maintenant que j'ai tous les sorts, je vais pouvoir les améliorer. Mais avant ça, je vais finir la zone du château. Je retourne en haut à gauche pour pouvoir reprendre la clé, ainsi que le chemin après la tombe. Avec le grappin, j'atteins une salle secrète dans laquelle il y a un levier, ce qui me permet d'ouvrir une porte qui mène à un sanctuaire de magie. Je prends ensuite cette échelle pour pouvoir accéder à une nouvelle salle. Je résous les énigmes, prends à gauche et arrive devant la tombe du 2e maître. Il me raconte qu'il n'a jamais cru aux enseignements de son prédécesseur, mais il a fait de son mieux pour améliorer la vie des corbeaux qui ont été endoctrinés dans cette histoire contre leur gré. Selon lui, il faudrait mettre un terme au cycle que son maître a créé, chose qu'il n'a pas pu faire avant sa mort. Pour moi, c'était certainement le meilleur de tous les maîtres, qu'il repose en paix. Je continue à droite et trouve la tombe du 4e successeur, le maître du verrou. D'après sa plaque, c'était un souverain autoritaire, soucieux de l'ordre et qui a mené des recherches pour rallonger sa vie. Toi par contre, tu ne devais pas être un saint. Son fantôme me raconte que malgré sa sévérité, il a porté le fardeau de gardien de la porte jusqu'au-delà des limites de sa vie. Fardeau qu'il ne semblait pas supporter. Il dit également être déçu de son successeur qui n'a pas tenu compte de ses enseignements. Donc soit il a changé les choses, soit il a fait une connerie. Je retourne à gauche où je me souviens qu'il y avait un passage accessible avec le grappin. Je résous l'énigme et trouve la tombe du maître de lui, le 3e successeur, qui semblait raisonner à la manière d'un philosophe. Il me raconte plein de choses cheloues sur le fait que ma venue signifie que la création de la porte de la mort était une erreur, mais que mon existence est la preuve que la vie répare elle-même ses erreurs passées. Ok.
Je continue en prenant l'ascenseur pour accéder à une espèce de grotte, mais surtout à la prochaine porte. Comme ça, je n'aurai pas à refaire le chemin. Car maintenant, c'est l'heure de retourner au cimetière oublié. Je prends le passage sous la tour et brûle une toile pour accéder à un souterrain qui mène à une porte buggée avec le symbole de notre arc dessus. J'entre et je tombe sur un gardien silencieux. Le pire de tous. Il peut frapper le sol avec son arme là, faire une balayette et tenter de nous embrocher. Il peut également nous bondir dessus si on est trop loin ou si on utilise nos sorts. Puis il nous envoie de petites flammes à l'endroit où nous sommes. Ah, et il peut aussi nous immobiliser en faisant résonner son arme. Et dès l'instant où il invoque la première boule de feu qui lui tourne autour, ça commence à se corser. Car en plus de toutes les attaques que je viens de vous énumérer, il peut également utiliser un grappin pour aller sur les petites plateformes depuis lesquelles soit il nous canarde, soit il tente de nous écraser. Il peut aussi nous bombarder depuis l'arène et enfin invoquer une deuxième boule de feu. Ce mec est ultra fourbe et dur à gérer. Car il peut par exemple t'immobiliser et t'envoyer une boule de feu en même temps. Sauf que là, à moins de l'avoir anticipé, c'est compliqué d'esquiver. Après je ne sais combien de tentatives, j'abandonne et pars chercher une autre amélioration de pouvoir. J'avais besoin d'une pause. J'améliore ma force et détruis le passage sous le pont qui mène à la forêt pour trouver la porte des bombes. Cette fois-ci, le gardien est bien plus facile. Il a les mêmes attaques de base que son copain, balayage, embrochement, immobilisation, mais il peut aussi envoyer des bombardements sur nous. Et c'est tout. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai eu en une seule tentative. La différence de niveau est lunaire. En le battant, j'améliore ainsi mes bombes qui ne me blesseront plus si jamais les ennemis sont trop proches. Oh le bonheur! Avant de continuer, je fais un petit détour vers la forêt pour faire le plein d'énergie animique, mais aussi pour prendre ce passage qui mène à un mini boss fight. Et oh sa mère, t'es qui toi? Oh, mais putain de merde! Je déteste les ennemis à poison dans ce jeu. Deuxième try, ça passe. Ce qui me donne accès à un sanctuaire de magie. Le dernier qui me manquait. Maintenant, j'avais tous mes points de magie. Et ça, c'est très bien. De retour au cimetière oublié, je me dirige vers le mausolée qui mène au domaine de la sorcière. Je détruis la toile et trouve la porte du pouvoir du feu. Tout comme ses copains, le gardien a les mêmes attaques de base. Mais lui, il invoque des boules de feu qui lui tournent autour, allant jusqu'à 3 au maximum. Quand il est à ce dernier stade, c'est très difficile de le toucher, car il faut prendre en compte le timing des boules de feu. Et à chaque fois que je tente d'utiliser mes sorts, il me saute dessus. Pas moyen de l'avoir à distance. Malgré la difficulté, je le tue du premier coup et ainsi mon sort de feu peut désormais enflammer mes ennemis pour leur infliger des dégâts sur la durée. Autant vous dire que je ne vais plus jamais me séparer de ce pouvoir. Je me dirige maintenant vers le marin échoué et vous vous souvenez de ces deux bons hommes qu'on avait croisés un peu plus tôt? Eh bien oui, ils gardaient en réalité la porte du grappin. Bon, vous connaissez l'histoire, il a les mêmes attaques de base que les autres. Sa particularité à lui, c'est qu'il peut utiliser les plateformes alentours pour nous écraser. Mais bon, il suit toujours le même chemin, donc mon conseil, restez au milieu de l'arène et dès que le gardien est soit sur la plateforme du haut, soit celle du bas, décalez-vous. Au début, il passe par 3 plateformes, puis il finit avec 6. Pour moi, c'est littéralement le gardien le plus facile. Je le bats en une fois et maintenant je peux faire une attaque chargée après avoir grappé un adversaire. Mais bon, je suis clairement pas assez doué pour tenter ce genre de choses. Au marin échoué, j'utilise le grappin à cet endroit qui mène à une arène qui n'est pas très compliquée. Mais attention au sosie de 49 qui peut détruire les plateformes avec ses bombes de poison. Tout se passe bien et je trouve un sanctuaire de vie. Je passe par la commission afin de me rendre au bosquet des esprits. Oui, je sais, c'est très bizarre comme move, mais vous allez comprendre. En prenant la porte buggée, j'arrive au début de la zone du cimetière oublié. Et si j'utilise le grappin à cet endroit, j'arrive à un sanctuaire de vie. J'avais juste la flemme de reprendre la porte du cimetière pour refaire tout le chemin inverse. Bon, la pause est finie, il ne me reste plus qu'à battre le dernier gardien silencieux. D'ailleurs, si jamais vous ne l'aviez pas remarqué, mais oui, si ce mec est si difficile, c'est parce qu'il est capable d'utiliser toutes les attaques des autres gardiens. C'est abusé. Malgré la pause, il m'a fallu 3 tentatives pour le battre. Maintenant, je peux charger ma flèche pour qu'elle fasse plus de dégâts. Je prends mon temps pendant que je continue ma route afin de reposer mon cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'en profite pour faire le plein d'énergie animique chez la sorcière afin d'augmenter une dernière fois ma force. Mon parapluie est désormais au maximum de sa puissance. Je retourne dans la zone que j'avais laissée à l'abandon et tombe sur... Vaga. C'est pas le corbeau SDF qui est tout le temps à la commission? Elle me souhaite la bienvenue dans le repère des corbeaux libres. C'est ici que sont réunis tous les corbeaux qui ne souhaitent plus travailler pour la commission et prônent pour le retour à une existence normale sans immortalité. En gros, ils font la grève. Pas content, pas content, pas content.
Je continue mon chemin et pars au sud. Ici, le chemin est extrêmement glissant. J'ai jamais vu un sol de glace pareil. Je résous les énigmes et trouve le dernier sanctuaire de vie. Je me dirige vers l'ascenseur qui donne sur les vieilles tours de garde, qui d'après mes souvenirs était une zone de merde. Je fais donc très attention aux ennemis en les tuant même parfois avant qu'ils ne me repèrent. Mais dans l'ensemble, ça s'est mieux passé que dans ma première run. Au bout du chemin, je tombe sur une arène avec plusieurs vagues d'ennemis. Et j'adore ce combat. Faire de grosses glissades sur la glace en tapant les ennemis au passage, je sais pas mais je trouve ça trop bien. Après les avoir battus, j'augmente mes sorts et j'arrive devant le pire boss du jeu pour moi. Celle qui m'a valu une rage incroyable, un mal de tête pas possible et des tympans percés pour vous certainement. Celle que l'on surnomme la bête, je vous présente... Le combat contre Betty est juste une horreur pour moi, tout simplement parce qu'elle est trop rapide et que là, il faut juste bourriner comme un malade, chose que je déteste. Je préfère 1000 fois mourir en boucle sur un boss qui a une mécanique bien précise pour le vaincre, comme le roi par exemple, plutôt que sur les boss où il faut juste taper maintes et maintes fois pour le tuer. Phase 1, elle nous saute dessus et tente de nous écraser. Et quand elle fait ce mouvement, elle fait 3 roulades dans ta direction. Phase 2, elle nous lance des boules de neige. Jusque là, ça va. Mais à la 3e phase, elle fait tomber des boules de neige sur l'arène. Et esquiver ses attaques sans se prendre une boule, ça devient vraiment chaud. Je la gère en lui balançant mon sort de feu qui la brûle et... Ah, j'aurais pas pensé lui là. J'aurais jamais pensé l'avoir en un coup. Oui, je l'ai eu du premier coup. À croire que les nombreuses morts que j'ai eues pendant ma première run m'ont servi de leçon contre ce boss. Finalement, c'est peut-être lui mon Némésis, vu à quel point j'ai galéré. José nous fit son fameux discours, puis je me suis dirigé vers le cimetière oublié. Je rejoins Corbeau Gris au sommet pour pouvoir enfin ouvrir la porte de la mort. Oui, vous avez bien vu. Ce petit être à la faux n'est autre que la mort. Il nous raconte que pendant des siècles, il a récolté l'énergie animique des morts afin de les envoyer dans la dimension où nous nous trouvons, l'éther, afin que ces dernières puissent se réincarner. Cependant, ce travail était déprimant, jusqu'au jour où le premier maître de la porte, donc lui, là, lui propose un marché. Il engage les corbeaux pour récolter les âmes à sa place et crée une porte vers l'éther pour les envoyer directement dedans. En échange, il voulait l'immortalité, chose que la mort ne pouvait pas lui donner car toute vie a une fin. Mais il lui a quand même rallongé sa vie. Donc en gros, le pacte, c'était le maître fait le travail de la mort à sa place avec les corbeaux contre une espérance de vie plus longue. Ce pacte perdura jusqu'au 5e successeur, donc le patron actuel, qui ne voulait pas mourir. Il a donc brisé la porte du pacte, puis a recréé une nouvelle et enferma la porte de l'autre côté, brisant ainsi le cycle de la vie et de la mort. Donc en gros, il a fait une connerie juste pour pas mourir. Cependant, la mort nous explique aussi que toutes les âmes qui pénètrent dans l'éther sans son corps disparaissent immédiatement. Malheureusement, ça voulait dire que celle qui nous était attribuée à Corbeau Gris et moi avait disparu depuis le début. Génial! J'ai fait tout ça pour rien! En entendant ça, Corbeau Gris commença à paniquer et... Oui, il avait vécu plus longtemps que prévu. Il était donc devenu fou. Vous vous en doutez, mais oui, on n'a pas le choix, on doit le tuer. Phase 1, il nous saute dessus et fonce sur nous tout en utilisant des corbeaux à tête chercheuse et un grappin. Phase 2, il invoque de petits oiseaux afin de nous ralentir. Phase 3, il recrache une espèce de boule noire qui nous attire vers elle. Je vous conseille donc de la détruire le plus rapidement possible.
Au premier abord, ce combat semble un peu compliqué, mais en soi, pas vraiment. Et je le tue en une seule tentative. La mort, qui est enfin libre, nous demande un service. Restaurer le cycle de la vie et fermer cette porte à jamais. Pour ce faire, elle a besoin de la partie de son âme qu'elle a donnée au maître de la porte. Vous avez compris, le boss final n'est autre que notre propre patron. Je retourne à la commission où Vaga prône la liberté des corbeaux car... Et le pire, c'est qu'elle a réussi à convaincre tout le monde. J'augmente ma vitesse et direction le bureau du boss. Il me raconte que depuis le début de son existence, il savait quand il allait mourir. Et cette pensée était très difficile à vivre. Ça, et aussi le fait que son prédécesseur était tellement horrible qu'il ne lui avait même pas donné de nom. Ouais, mais bon, t'aurais pu t'abstenir quand même et éviter de faire des bêtises. En vrai, à sa place, je pense que je serais déjà en dépression depuis longtemps. Mais bon, il est déterminé à ne pas mourir, donc le combat commence. Et comme c'est le boss final, vous vous en doutez, mais ça ne va pas se passer de la même manière. Au début, il tente de nous écraser à 3 reprises. C'est son attaque à lui, et oui, c'est important de le préciser. Puis, il nous envoie des porte-taureaux qui nous foncent dessus. Ensuite, il traverse une porte. On le suit et on se retrouve à la commission. Il continue à nous envoyer des portes pendant qu'on progresse. Au bout du chemin, il invoque une nouvelle porte et on se retrouve dans le jardin de Mémé. Ici, il invoque des pots qui tentent de nous tuer. Porte, commission, où cette fois-ci, il faut utiliser le grappin pour esquiver les porte-taureaux et on se retrouve dans la forêt, où cette fois-ci, il invoque des pics roses tout en tentant de nous écraser. Commission est de retour dans l'arène de Betty. Il copie la pire attaque de celle-ci, à savoir la roulade. Mais au moins, il ne l'a fait qu'une fois, ça va. On le suit à travers la porte, sauf qu'à la fin du chemin avec les porte-taureaux, on est téléporté au début du jeu. Et on remarque tout de suite que notre vie est de nouveau au maximum. L'endroit où nous sommes est complètement différent. Il est sans dessus-dessous. Est-ce que c'est nos collègues qui ont fait ça ou est-ce que c'est l'œuvre du patron? Eh bien, un peu des deux. Le maître, lui, par contre, a décalé tous les bureaux afin de nous créer une magnifique arène. Il n'abandonnera donc jamais celui-là. Le combat final est un mix de toutes les attaques qu'il a utilisées auparavant. Mais il en a rajouté une où il s'envole et il tire un rayon laser pendant que des porte-taureaux apparaissent et une autre où il peut nous immobiliser en tapant des mains. Ça me rappelle quelque chose bizarrement. Mais en gros, oui. À part celle où il frappe le sol 3 fois, toutes ces attaques sont des versions revisitées de celles des autres boss que l'on a croisés dans le jeu. J'y vais doucement mais sûrement à coups de boule de feu et après 10 minutes de combat... Yes! Terminez le jeu en utilisant le parapluie comme arme mêlée! Fini! J'ai fait Death Door à 100%. Et oui, comme je viens de le dire, après avoir vaincu le maître des portes, j'ai obtenu le succès Parapluie Academy. Et comme j'avais également fini tous les autres succès dans ma dernière run, j'avais donc officiellement eu tous les succès Steam de Death Door. J'étais très fière de moi. Cependant, le but de cette vidéo, c'est de finir Death Door avec uniquement le parapluie. Chose qu'on a fait bien évidemment. Sauf que, comme vous avez pu le voir certainement dans le let's play, il y a une vraie fin au jeu. J'ai dit que j'allais finir avec le parapluie, alors autant aller jusqu'au bout. Challenge accepté. Du coup, je retourne à la commission qui est maintenant déserte pour récupérer la clé qui est tombée du corps du maître des portes quand José l'a trimballée. Puis direction le cimetière oublié pour ouvrir cette porte près du mausolée de Mémé et ainsi introduire la nuit dans le jeu. En continuant, je tombe sur un fantôme et je le ramène près d'une des statues à l'effigie des maîtres des portes. Je me balade un peu dans la zone pour trouver les autres, puis me dirige vers la porte qui est maintenant ouverte. De l'autre côté se trouve une ancienne tablette de savoir. Il y en a 7 à récupérer pour débloquer la vraie fin. Direction maintenant lente de Betty, où je casse ces blocs de glace pour trouver une dalle avec une lune dessus. Une porte est apparue et en la franchissant, je trouve un médaillon mystérieux qui contient une partie de l'âme de quelqu'un. Je profite d'être dans cette zone pour allumer les bras zéro dissimulés un peu partout et récupérer une nouvelle tablette. En reprenant ce chemin de glace, une chouette nous attend et nous donne un morceau de tablette. 2 autres chouettes sont à trouver dans d'autres zones pour pouvoir la compléter. Mais ne vous en faites pas, on les entend ululer quand on est dans la bonne zone, donc au final, elles sont faciles à trouver. Je retourne au marin échoué pour faire la quête du calamar, mais quand je vais le voir, il... dort ? Aucune idée de pourquoi est-ce que je peux pas le prendre, mais je verrai ça un peu plus tard.
En retournant à la commission, je me rends compte qu'il y a beaucoup de portes avec une lueur rouge. Normalement, cette lueur nous indique qu'on a raté quelque chose dans la zone, sans doute une graine ou un pot, car on a besoin de tous les trouver pour pouvoir ouvrir la porte du jardin d'Omar. Je fouille l'entièreté du castle, mais je ne trouve rien. Le problème en fait, c'est que j'ai compris beaucoup plus tard que cette fameuse lueur indique également les endroits où il y a un objet brillant que je n'ai pas ramassé. Et comme j'avais déjà débloqué ce succès, je ne les avais pas récupérés. En gros, je me suis compliqué la tâche toute seule. Je retourne au cimetière oublié où je vois cette fois-ci que le mausolée de José est ouvert. J'entre et... Oui, malheureusement, notre ami a également dépassé la limite de sa vie. Et en lui ramenant le médaillon qui était en fait sur la tombe de son ami qu'il a enterré lui-même, j'ai provoqué sa folie. Phase 1, il tente de nous écraser et certaines de ses attaques soulèvent le sol. Phase 2, il invoque une ribambelle de petits hommes que je tue en un coup. Phase 3, c'est pareil, mais maintenant il y a un petit bambin qui nous suivra tout le temps. Et il respawnera si on le tue. En soi, le combat est assez sac, mais je me suis softlock sans trop savoir comment, ce qui m'a fait perdre le combat. La deuxième tentative, c'est la bonne. José me remercie avant de disparaître et de me laisser une tablette. Par ailleurs, José, le god de ce jeu, autant que Quirrell, je veux rien savoir. Je me rends ensuite vers la forêt où je remplis les pots que j'avais oubliés. Puis je trouve la deuxième chouette au-dessus du bivouac au nord. Et enfin, je retourne au départ de la zone où je m'aperçois que le niveau de l'eau a baissé, laissant place à un coffre rouillé. Avarice me mange et je tombe sur le pire défi de ce dernier. Les vagues d'ennemis sont très compliquées. Des mobs de base de chaque région avec une vache, un mec en armure avec 2 mages, 2 mythes géants avec un mec à marteau en or et oh bonjour, une armée de mâches diverses et variées avec des chauves-souris. Je vous avais dit que c'était difficile. J'essaye plusieurs fois mais rien à faire, ça ne passe pas. Du coup, vous connaissez la chanson, c'est l'heure de la pause. Je me rends au camp des corbeaux libres afin de pouvoir augmenter mes sorts une dernière fois, puis direction le jardin de la sorcière pour aller voir Omar. Mais avant ça, j'en profite pour aller voir la dernière chouette qui se situe sur le pont à droite du manoir. D'ailleurs, j'en profite également pour remplir les pots que j'avais oubliés chez Mémé. Au final, Omar me signale qu'il me reste 5 pots à trouver et m'indique qu'il se situerait certainement chez le roi crapaud. Sauf que moi, j'ai plus de graines. Et je n'ai aucune idée d'où sont ces dernières. Le seul moyen de le trouver, c'est d'utiliser le déplantoir rouillé d'Omar qui s'illumine dans l'inventaire dès qu'une graine est en vue. Mais bon, la flemme d'ouvrir son inventaire toutes les 5 secondes, donc j'ai choisi une autre solution, chercher sur internet. Et même si ça signifie refaire tous les endroits un par un, et je vous rappelle qu'il y a 50 graines pour 50 pots, c'était quand même plus rapide. Je vous raconte pas la tête de mes cauchemars après ça. Avant de partir à la recherche, j'active le jour, car je me dis que si Jefferson, le calamar là, ne veut pas me parler, c'est peut-être parce qu'il ne me connaît pas, vu que je ne suis pas allé le voir. J'irai vérifier ma théorie plus tard. Au niveau des graines, il m'en manquait bien une au jardin de Mémé qui est facile à rater. Donc je vais vous montrer où elle est. En sortant du mausolée, prenez au sud dès que vous le pouvez. J'en ai oublié une également dans la deuxième partie de la chaudière. En arrivant dans cette salle, vous pouvez voir 3 rangées de pilotis en mouvement. En faisant le tour, vous pourrez marcher sur le tapis roulant pour accéder à ces derniers. Pareil pour celle-ci, faut le savoir. J'en ai fini pour cette zone, du coup je me dirige vers le marin échoué, car comme je savais que les pots qu'il me manquaient étaient situés dans le domaine du roi crapaud, autant faire la zone de Betty en premier. En passant, je vais rencontrer ce bon vieux Jefferson. Je lui dévore son plat qui est à base de calamar, bonjour le cannibalisme, et par ailleurs c'est lui qui nous donne les indices sur les emplacements des sanctuaires. Mais comme je les avais tous trouvés, il m'a juste félicité. Il y avait une graine où je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais elle était cachée sous ces caisses au niveau du petit camp de mobs après le castle des peinés. Non mais là franchement c'est la honte pour moi. Comment j'ai pu oublier de péter ces caisses alors que je ne fais que ça dans tout le jeu? La dernière qu'il me restait après un long moment de recherche était à la forteresse inondée. Justement là où il y avait également le plus de pots. Elle était sous cette caisse où il y a un archer. Non mais là,
tout de même, je sais que je n'ai jamais joué à Zelda, donc j'ai pas le droit de dire que je connais la sensation de satisfaction de casser les poteries avec Link, mais tout de même, dans ma première run, j'avais trouvé toutes les graines du premier coup. Je remplis les derniers pots que j'avais repérés dans la zone, puis retourne au cimetière oublié pour remettre la nuit. Direction ensuite Omar, car il me restait une graine à planter, et je ne savais pas du tout où était le pot. Selon lui, il serait dans la cave de sa grand-mère. Et rebelote refaire tout le chemin encore une fois. Et au final, c'était dans la salle où on avait croisé le sosie de 49 pour la première fois. Ça m'étonne d'ailleurs que je l'avais oublié de le fleurir celui-là. Omar me félicite et me dit que l'esprit de la nature devait être très content. Lui certainement. Moi, j'aurais jamais pensé que cette tâche allait me prendre autant de temps. Je rentre par la porte et prends l'ancienne tablette du savoir tant méritée. Je retourne au marin échoué pour voir Jefferson et il dort. Mais frère, réveille-toi, bon sang! Bon, ma théorie tombe à l'eau. Mais peut-être que si je récupère toutes les autres tablettes, il se réveillera. Même si c'est ça, ça serait franchement bizarre. La dernière qu'il me reste, c'est celle d'Avarice. Et oui, la pause est finie. Il m'a fallu 3 tentatives, mais c'est enfin passé. Il me recrache, et cette fois-ci, c'est un œil rouge buggé qui en sort. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ramasse la tablette et retourne voir ce maudit calamar. Je m'en doutais, mais le fait qu'il ne reste plus que sa quête ne le réveille pas pour autant. Il me manque donc quelque chose. En me creusant un peu la cervelle, j'ai remarqué qu'il répétait sans cesse le mot nounours. Au début, je pensais qu'il parlait du cadavre de l'homme qu'il contrôle, mais non. En fait, il veut son doudou qu'il a paumé. Et il est vrai que je ne comprenais pas pourquoi, quand j'utilise le grappin à cet endroit, un mini-boss nous attendait. C'est parce qu'en fait, il gardait l'accès à ce Teddy tout dégueu. Et c'est seulement si on l'a avec nous que ce foutu calamar se réveille enfin. Il me demande de garder le secret sur le fait qu'il est juste un calamar qui manipule le cadavre d'un humain. Frère, c'est vraiment bizarre. Et en échange, il me montrerait le secret de ce monde. Mais pour ça, il a besoin de me guider quelque part au domaine du roi, donc... je vais devoir lui servir de cheval. Et comme il ne peut pas traverser les portes de faucheurs, on va devoir faire tout le chemin à pied. Mais pour revenir aux objets brillants, afin de finir vos runs, il vous faut obligatoirement la corne magique pour ouvrir le passage vers le donjon, la vieille photo trouvable dans le manoir pour avoir accès au code d'accès au jardin d'Omar, le dépotoir pour faire venir Omar dans son jardin et détecter les graines qu'il vous manque. Si vous voulez faire la vraie fin, il faut récupérer la vieille clé rouillée qui donne accès au clocher, le nounours crado du coup de Jefferson pour pouvoir déclencher sa fameuse quête, et également du coup le médaillon de José pour pouvoir faire la sienne. D'ailleurs, je ne le savais absolument pas avant d'avoir fait cette vidéo, mais en fait son meilleur ami n'était autre que son chien, ce qui rend son histoire encore plus touchante. Je continue ma route avec ce bon vieux calamar sur mon dos. J'adore le bruit qu'il fait quand je fais des roulades. Et quand on arrive enfin à la forteresse inondée, je remarque qu'à l'endroit où il y a une dalle en forme de croissant de lune, comme chez Betty, il y a un passage lumineux qui mène à un hôtel. Jefferson invoque la présence de quelqu'un qui n'est autre qu'un esprit calamar. Ah, mais ça veut dire que les grands corbeaux qui m'ont donné mes pouvoirs, c'était en fait des esprits corbeaux qui m'ont aidé dans ma quête. Grâce à Jefferson, je récupère la dernière tablette. Direction maintenant le camp des corbeaux. En arrivant devant ce monument, les tablettes m'ont permis d'ouvrir un passage. J'entre et... cet œil géant n'est autre que le dieu de la vérité. Il me raconte qu'il y a longtemps, à l'endroit où je suis, il y avait une immense tour et au sommet se trouvait la première porte qui donnait sur le domaine des dieux de l'ancien temps. Un jour, un homme avait pour ambition d'obtenir le pouvoir de ces dieux et il ouvrit donc la porte. Cependant, l'humain fusionna avec un être qu'on appelait simplement vérité. Cet acte donna ainsi au jeune homme la connaissance ultime. Mais cela engendra également l'effondrement de la tour et de la première porte, étant donné que vérité émergea dans le monde des vivants. Cet événement se déroula sous le règne du 5e maître, qui profita de la destruction de la première porte pour en récupérer l'essence et ainsi créer la porte où était emprisonnée la mort, condamnant ainsi le monde à stagner et les gens à ne plus mourir naturellement. En parallèle de ça, l'âme de l'humain qui fusionna avec vérité avait été confiée à un corbeau. Mais cette tâche était impossible car l'âme de ce dernier était déjà passée dans l'éther. Et oui, vous l'aurez deviné, mais on parle bel et bien de l'histoire de Corbeau Gris. Le pauvre était condamné depuis le début. Vérité, quant
à lui, était resté bloqué derrière le gros bloc de pierre là où nous sommes. Cependant, il enseigna tout son savoir aux corbeaux libres et leur prédit l'arrivée d'un corbeau prédestiné qui arrêterait la stagnation du monde. Mais pour que cela se réalise, il fallait qu'ils interfèrent dans les affaires de la commission pour qu'une âme géante soit assignée au corbeau de la prophétie. Et ainsi, le corbeau prédestiné réunirait les 7 tablettes de la vérité afin de venir à l'endroit même où se tenait la première porte et de permettre à Vérité de sortir de sa prison. Ah, et si jamais vous détestez les screamers, alors attention car dans 3, 2, 1... Et ainsi, notre corbeau fusionna avec Vérité et est devenu un très grand corbeau qui s'envola à travers le monde afin certainement de propager son nouveau savoir. Je ne vais pas vous mentir, mais quand j'ai vu cette fin pour la première fois, c'est à ce moment que j'ai compris à quel point ce jeu m'avait mis une tannée. L'histoire est bien écrite, facile à comprendre et parle de beaucoup de sujets qui, je pense, ont certainement touché beaucoup d'entre vous. Ne serait-ce que la fameuse question « Qu'est-ce que vous feriez si vous connaissiez la date de votre mort à l'avance ?» Comme ça a été le cas pour le maître des portes. Est-ce que vous aussi vous auriez été jusqu'à plonger le monde entier dans une stagnation éternelle, quitte à ce que les gens deviennent démoniaques à force de vivre au-delà de leur espérance de vie? Pour moi, c'est une question difficile à répondre. Car on a beau dire « je ferai ceci ou cela », au final, on ne le sait pas, étant donné qu'on n'a jamais vécu pareille situation. Avant de finir la vidéo, j'aimerais répondre à certaines questions auxquelles vous vous posez probablement. Comme on a vu, l'histoire entière de Death Door était écrite depuis longtemps et Vérité a fait en sorte que le corbeau prédestiné, donc nous, puissions accomplir notre quête. On est donc en droit de se dire que c'est à cause de Vaga qu'on nous a assigné l'esprit de la forêt démoniaque afin que Corbeau Gris nous la vole et ainsi vous connaissez la suite. D'ailleurs, ça expliquerait aussi pourquoi Vaga est tout le temps à la commission, bien qu'elle ne travaille pas. Mais aussi pourquoi il y a un gramophone caché qui est en fait un appareil de surveillance. Les corbeaux libres surveillaient certainement la commission pour repérer le corbeau de la prophétie. Ensuite, qu'est-ce que ce fameux contrat dont Mémé nous avait parlé avant son fight? Pour répondre à cette question, je vais vous en poser une autre. Qu'est-ce qui était caché dans le manoir, le donjon fongique et le castel de Péné? Des âmes de corbeaux et une ancienne porte de faucheurs où derrière se trouvaient des coffres qui enfermaient des esprits corbeaux avec leur pouvoir. Si on fouille dans les journaux des anciens faucheurs, on peut y lire que lors de l'événement de la destruction de la première porte qui a secoué le monde, beaucoup de faucheurs étaient en service dans le monde des vivants et ont disparu. On a en droit de se dire que malgré ce que le maître de la porte a fait afin de faire stagner le monde, il savait d'avance qu'un jour quelqu'un allait venir pour le tuer. Il a donc fait un pacte avec Mémé, qui était traumatisée par la mort de son mari, le roi crapaud qui voulait être roi à jamais, et Betty qui soit était déjà une bête sans émotion ni envie, soit qui voulait tout faire pour échapper à ce mec qui était in love d'elle au point de sombrer dans l'alcool quand elle a été soi-disant enlevée par la bête. Perso, je penche plus pour la deuxième option. Ce pacte disait probablement que le maître offrait la vie éternelle à ces 3 personnes. En échange, il devait veiller à cacher la porte des faucheurs et les âmes de corbeaux afin de les condamner et faire en sorte à ce que personne ne puisse avoir accès au coffre avarice. C'est ainsi que ces malheureux corbeaux ont été sacrifiés pour l'horrible plan du maître. Mémé les enferma dans son manoir, d'où elle ne sort jamais, du coup à mon avis ça devait être très facile de les surveiller. Le roi quant à lui est allé jusqu'à chasser les habitants de la forêt afin de fermer les portes du donjon fongique où les âmes étaient enfermées. Et la bête s'est contentée de les dissimuler dans le castel des Pénés qui était devenu un lieu abandonné où plus personne n'y allait. La dernière question auquel je voudrais répondre c'est: est-ce que le maître savait depuis le début qui nous étions? Eh bien pour moi oui, car après qu'il nous a renvoyés, il a soupiré comme s'il s'attendait qu'un jour l'époque de stagnation qu'il avait instaurée soit révolue. Après tout, c'est ainsi que fonctionne le monde, comme nous l'a expliqué le 3e maître, le philosophe là. Et la preuve, quand il nous parle avant son combat contre lui, il nous dit clairement qu'il nous surveillait depuis le début. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas interféré dans notre quête? Eh bien, 2 options s'offrent à nous. Soit il avait confiance envers ses 3 boss pour nous arrêter, soit le désespoir qu'il a connu dans le passé est revenu d'un coup lorsqu'il a compris. Et il a juste attendu patiemment qu'on arrive pour pouvoir le tuer. Mais sa détermination est revenue quand il nous a vus devant lui à la fin, ainsi que sa peur de mourir. La peur de la mort, c'est le sujet principal de ce jeu. Mais comme il nous le rappelle sans cesse, toute vie a une fin. Et il nous montre les dégâts que pourrait causer un monde qui
qui ne connaît pas la mort. Les gens deviendraient, dans le meilleur des cas, désespérés de la vie comme José, quand d'autres deviendront fous, incapables de penser par eux-mêmes, au point de s'en prendre à des personnes qui leur sont chères, comme ça a été le cas avec Corbeau Gris. Ce jeu nous incite à vivre notre vie sans regret, malgré les difficultés, mais surtout à ne pas avoir peur de la mort, et au contraire, de l'accueillir comme une vieille amie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à la faire, donc si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce style sur d'autres défis annexes, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu et aussi à mettre un commentaire si jamais vous voulez donner plus de précision sur le lore du jeu. J'ai donc officiellement fini ce défi avec seulement 37 morts, j'aurais pensé que j'aurais fait plus. Mais bon, comme quoi, je suis pas si mauvaise que ça à partir du moment où je joue avec la manette. Merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cette aventure extraordinaire qu'a été Death Door. J'espère vous retrouver très prochainement sur les lives ou même dans les commentaires YouTube. Passez une bonne journée, nuit, soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et faites de beaux rêves. I am the cure.